Dans cette capsule, il sera question d'immunisation. Dans ce chapitre, nous verrons ensemble l'immunité acquise activement, l'immunité acquise passivement, la greffe de moelle osseuse, les antigènes d'histocompatibilité, la réaction du greffon contre l'hôte et les immunosuppresseurs. Depuis le début du cours d'immunologie médicale, le mot immunisation revient souvent. L'immunisation, c'est la protection de l'organisme humain contre un agresseur, un corps étranger. Un agresseur, c'est ce qu'on appelle scientifiquement un antigène. Il existe 3 lignes de défense. Dans la 3e ligne de défense, il y a une défense plus spécifique contre certains agresseurs microbiens ou viraux. C'est une immunité spécifique et il peut y avoir une production d'anticorps propre à l'agresseur, à l'antigène. Dans la majorité du temps, on doit l'acquérir, on doit s'adapter. Par ailleurs, il y a différentes façons de l'acquérir ou de stimuler la formation d'anticorps. Mais les façons ne sont pas toutes durables. Dans cette diapositive, vous avez un schéma d'immunité adaptative. Cette immunité se sépare en 2 catégories. Vous avez l'immunisation dite active et de l'autre côté, l'immunité dite passive. Dans chacune des immunités actives et passives, on l'obtient de façon naturelle ou artificielle. Regardons en détail les différentes façons de s'immuniser. Parlons de l'immunité acquise activement. On a parlé depuis le début du cours de la résistance de l'organisme suite au contact d'un agresseur, d'un antigène, après que les 2 premières lignes de défense ne puissent plus répondre adéquatement. La réponse spécifique embarque dans le processus et sécrète des anticorps qui sont spécifiques aux déterminants antigéniques que l'organisme a rencontrés. Dans le cas d'une immunité acquise activement, la personne doit contracter la maladie ou recevoir un vaccin avec un antigène affaibli ou inactif. Dans les 2 cas, des anticorps spécifiques seront fabriqués contre l'antigène. C'est une immunité tardive, car il faut quelques jours avant de s'immuniser et avoir un nombre d'anticorps adéquat. L'immunité acquise activement est par contre durable parce qu'il y a une mémoire immunitaire. Donc, s'il y a un 2e contact avec le même agresseur, l'organisme est en mesure de répondre rapidement et efficacement. Les anticorps fabriqués sont mis en stockage et vont agir rapidement lors de la 2e rencontre. Cette immunité acquise activement peut se faire de façon naturelle lors d'infections par des bactéries ou des virus. La réaction spécifique débutera avec l'aide de cellules présentatrices d'antigènes aux lymphocytes auxiliaires LTH, qui par la suite activera les lymphocytes B et les lymphocytes TC, et la production d'anticorps suivra avec l'aide des plasmocytes. L'autre façon, dans l'immunité acquise activement, est artificielle. Il s'agit de recevoir un vaccin. Le vaccin est une préparation antigénique introduite dans l'organisme et cette préparation provoque une réponse immunitaire, ce qui permet au corps de se constituer une mémoire immunitaire contre l'agent pathogène, mais sans avoir été exposé à la maladie. Il existe une panoplie de vaccins, des vaccins avec des micro-organismes vivants atténués, avec un pouvoir pathogène limité. Ils sont très efficaces, mais apportent des effets secondaires. Il y a aussi les vaccins qu'on dit inactivés. Ils contiennent des micro-organismes morts ou des virus inactifs. C'est ce qui induit des réponses immunitaires un peu plus faibles. On a recours dans ce cas à des rappels de doses et on ajoute des adjuvants pour optimiser la réponse immunitaire. Je vous invite à cliquer sur ce lien. C'est une vidéo expliquant la fabrication d'un vaccin. Tout récemment, nous avons vu avec la COVID un nouveau type de vaccin qu'on appelle ARN messager. Il s'agit entre autres, là, pour ce qui est de l'ARN, ça signifie acide ribonucléique.
c'est une molécule qui fournit aux cellules des instructions pour la fabrication de protéines. Les vaccins à base d'ARN messager contiennent les instructions génétiques servant à la fabrication de la protéine de spécule du virus de la COVID-19 qui se trouve à la surface du virus. Lorsqu'une personne reçoit le vaccin, des structures présentes dans le cytoplasme appelées ribosomes, dans le cytoplasme de la cellule, bien sûr, appelé ribosome, utilisent l'information contenue dans l'ARN messager qui a été introduite dans le vaccin et sont capables de produire, nos cellules, la protéine de spécule qui ressemble, dans le fond, à ce qui est sur le virus de la COVID. Une fois la protéine fabriquée, la cellule décompose les instructions et s'en débarrasse. La cellule affiche ensuite la portion protéique sur sa surface. Donc, le système immunitaire reconnaît que la protéine n'a pas sa place à cet endroit et commence à développer une réponse immunitaire. Donc, la portion protéique se dépose sur un CMH2 et il y aura bien sûr production d'anticorps. Donc, c'est en 2 étapes pour ce vaccin. Une première étape où on fabrique la protéine, où nos cellules fabriquent la protéine. Après ça, l'insère vraiment à la surface de la cellule sur le CMH2 et le LTH va venir s'accrocher et il va y avoir une réponse spécifique par la suite. Donc, l'ARN M messager n'entre jamais dans la partie centrale du noyau de la cellule où se trouve notre ADN matériel génétique. Il entre seulement dans le cytoplasme. Nous sommes rendus à l'immunité acquise, mais passivement. Dans cette immunité, il n'y a pas de fabrication d'anticorps par l'organisme. Il y a tout simplement un transfert d'anticorps. On reçoit des anticorps déjà tout faits. La réponse est immédiate, mais elle est temporaire car il n'y a aucune mémoire immunologique. Comme précédemment, il y a 2 façons de recevoir ces anticorps. Quand on parle d'immunité active passivement, mais de façon naturelle, on parle de transfert d'anticorps de la mère au fœtus via le placenta. Nous avons vu dans le chapitre sur les anticorps que la classe d'immunoglobuline IgG est la seule classe à traverser la barrière placentaire. Et il y a également lors de l'allaitement. Dans ce cas, la mère transfère des anticorps de type IgA à l'enfant via le colostrum dans le lait maternel. On parle d'une protection de 6 mois. L'immunité est très brève. L'enfant, par la suite, fabriquera ses propres anticorps. Pour l'immunité acquise passivement de façon artificielle, ce sont des injections intramusculaires qui possèdent des anticorps souvent de type IgG et IgM. Ils proviennent de poules de plasma de plusieurs individus. Nous utilisons ces préparations lors d'infections virales comme l'hépatite, le tétanos et la rougeole. Agit rapidement contre l'agresseur. L'injection d'anticorps peut avoir des buts préventifs. On parle de séroprophylaxie contre des infections virales et peut avoir des buts thérapeutiques contre des maladies graves à évolution rapide ou chez des patients immunosupprimés, des patients qui subissent de la chimiothérapie ou des patients HIV. C'est ce qu'on appelle de la sérothérapie. On donne souvent des bouteilles d'immunoglobuline, ce que vous voyez sur la diapositive. Ces bouteilles-là sont extrêmement dispendieuses parce que la fabrication des poules de plasma est très laborieuse. Une bouteille peut valoir 1000 $ facilement et les patients peuvent en recevoir de 2 à 3 bouteilles par semaine. Je vous invite à cliquer sur le lien. 2 vidéos intéressantes d'Emma Québec. La première vidéo explique à quoi s'attendre quand on veut aller faire un don de plasma. C'est super intéressant et ce n'est pas compliqué. Et la deuxième vidéo explique comment les poules de plasma se font pour la fabrication des bouteilles d'immunoglobuline. Chez les mères RH négatives, on pratique la sérothérapie. On injecte à la 20e semaine de grossesse des anticorps anti-D. Ce sont des IgG
donc des immunoglobulines IgG, qui attaquent les globules rouges possédant l'antigène D, qui pourrait s'être introduit dans le sang de la mère. Donc, la mère n'a pas le temps d'entrer en contact avec ces globules rouges fétales et de s'immuniser et fabriquer un anti-D qui affecterait sa deuxième grossesse si le bébé était RH positif. Donc, vous voyez ici, une femme ARH négative vient d'accoucher de son premier enfant ARH positif. Elle ne rejettera pas son premier bébé parce que le temps de faire les anti-D, elle n'a pas le temps d'attaquer les globules rouges du bébé. Elle doit être vaccinée pour éviter qu'elle rejette son prochain fœtus. Elle ne comprend pas pourquoi on souhaite la vacciner contre son prochain enfant. Sa première grossesse s'est bien déroulée sans vaccin. Donc, vous voyez que le vaccin qu'elle recevra n'est pas un véritable vaccin. Il s'agit d'une sérothérapie. On administre des anticorps anti-D, comme je vous l'ai mentionné, pour vraiment là, entraîner l'opsonisation rapide et complète des globules rouges RH positifs du fœtus qui se serait introduit dans le sang de la mère. Donc, la mère ne fabriquera pas d'anti-D et dans sa prochaine grossesse, si elle a un bébé, un fœtus RH positif, il n'y aura pas de rejet. Voici un organigramme sur le système immunitaire qui résume bien ce que vous avez appris depuis le début du cours d'immunologie. Si on regarde au centre de la diapositive, vous avez le système immunitaire. On dit que le système immunitaire est composé de lymphocytes B, lymphocytes T et de phagocytes. Et vous avez chacune des responsabilités de chacune des cellules. Les lymphocytes B sont responsables de la production d'anticorps spécifiques. Les lymphocytes T sont responsables de la mémoire immunologique spécifique et les phagocytes responsables de l'ingestion et de la destruction non spécifique. Si on regarde de chaque côté du système immunitaire, le système immunitaire reconnaît et facilite l'élimination d'un corps étranger et empêche la propagation d'agents infectieux. Le système immunitaire, si on va en haut de l'image, comprend une immunité active et passive, ce qu'on vient de voir, et dans chacune des immunités, on a la façon de quel type, on a la façon naturelle ou artificielle dans chacune. Pour l'immunité active naturelle, on parle de défense envers un corps étranger, donc on parle d'avoir une infection. Dans l'immunité active artificielle, l'exemple est le vaccin. Si on s'en va de l'autre côté, dans l'immunité passive, vous avez de façon naturelle, on vient d'en discuter, le transfert d'anticorps de la mère à l'enfant pendant la grossesse et jusqu'au premier mois de vie. Et vous avez l'immunité passive artificielle où on administre des anticorps déjà tout faits d'origine humaine ou animale. Parlons maintenant de la greffe de moelle osseuse. Je sais que je vous en ai déjà parlé au chapitre 2, mais ici, nous allons voir ce qu'est la réaction du greffon contre l'autre. Dans la moelle osseuse, il y a une fabrication de toutes les cellules du sang par une cellule souche hématopoïétique. Nous, ce qui nous intéresse en immunologie, c'est bien sûr, c'est les cellules lymphocytes B et lymphocytes T. Lorsque on fait une greffe de moelle osseuse, il faut dans un premier temps radier toute fabrication de cellules souches. Donc, toutes les cellules sanguines doivent être éliminées. Et dans un deuxième temps, on doit remplacer cette cellule souche par une autre cellule souche provenant d'un individu quelconque. Il faut bien sûr s'assurer de la compatibilité avec le receveur. Le complexe majeur d'histocompatibilité entre en compte. On les appelle des HLA, des antigènes leucocytaires d'histocompatibilité. Dans le cas où il y a une incompatibilité, on parle d'une maladie du greffon contre l'autre. Qu'est-ce que la maladie du greffon contre l'autre? Lorsque on fait une greffe de moelle ou on fait une greffe d'organes ou on donne une transfusion sanguine à des gens qui sont immunosupprimés. Leur système immunitaire est déficient. Donc,
il faut vraiment faire attention parce que si on introduit des lymphocytes qui sont sains, le receveur qui, lui, a un système immunitaire déficient ne pourra pas éliminer ces lymphocytes T-là. Et les lymphocytes vont proliférer et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment attaquer les tissus du receveur et les organes ou la moelle osseuse. Et c'est là qu'on dit qu'il va avoir la maladie du greffon contre l'autre. Donc, il va avoir un rejet de la greffe. Et souvent, les personnes à qui on fait des dons d'organes ou des dons de moelle osseuse vont être immunosupprimés. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi on fait aussi attention lorsque un patient greffé doit recevoir des produits sanguins. C'est important. Les produits sanguins doivent être ce qu'on dit irradiés. Quand on met les produits sanguins sous radiation, on utilise des rayons gamma ou des rayons X. Et dans le fond, qu'est-ce que ça fait qu'on irradie des produits? C'est que, dans le fond, l'irradiation endommage de manière irréversible l'ADN des lymphocytes T et empêche leur multiplication dans l'organisme lorsque transfusés. Donc, ce que je viens de vous expliquer, que le lymphocyte T pouvait proliférer, le lymphocyte T du donneur pouvait proliférer et que le receveur ne peut se défendre parce qu'il est immunosupprimé, son système immunitaire est déficient. Mais le fait qu'on irradie les produits, dans les produits, il peut y avoir des globules blancs, donc des lymphocytes, mais ça fait en sorte que le lymphocyte T ne peut entrer en mitose à l'intérieur de l'organisme. Des vidéos intéressantes que vous pouvez écouter sur le don de moelle osseuse et l'allogreffe sont disponibles au bas de la diapositive. Revenons sur le système HLA. Ce sont des notions que nous avons déjà discutées lors d'un cours théorique sur le CMH1 et le CMH2. Ce sont des gènes qui sont situés sur le chromosome 6. Ils sont génétiquement codés, propres à chaque individu. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir ces antigènes-là lorsqu'on fait des dons de moelle osseuse ou des dons d'organes. Il existe des gènes de classe 1 qui sont sur toutes les cellules sauf les cellules nerveuses et il existe des gènes de classe 2 qui sont sur certaines cellules, entre autres les lymphocytes B, les lymphocytes T et nos macrophages qu'on appelle nos CPA, cellules présentatrices d'antigènes. Vous voyez que les gènes de classe 1, il y en a plusieurs. Vous avez des antigènes HLA-A, HLA-B et HLA-C. Dans ce cas, les LTC, les lymphocytes T cytotoxiques, s'occupent de ces antigènes présentés par la classe 1. Et vous avez les gènes de classe 2 qu'on appelle antigènes HLA-DR, HLA-DQ et HLA-DP. Ce sont les lymphocytes TH qui s'occupent des antigènes de classe 2. Je tiens à souligner que le HLA-DR, si il n'est pas compatible avec le patient, il n'y a pas de survie de la greffe. Il faut absolument que la portion HLA-DR soit compatible. Je vous invite à écouter la vidéo sur le système HLA comme complément. Les médicaments immunosuppressifs sont utilisés afin de prolonger la durée de la greffe d'organes ou de tissus ou de moelle osseuse. Si aucun médicament anti-rejet n'est prescrit, il risque d'y avoir la réaction du greffon contre l'autre. Donc, regardons le schéma concernant les médicaments anti-rejet. Le premier médicament qu'on appelle stéroïde ou corticostéroïde. Il est tout à fait à gauche de votre schéma. Il va empêcher l'activation des macrophages. Il interfère dans les fonctions des CPA
Il inhibe l'expression des antigènes du CMH et il va aussi inhiber l'activité des interférons qui vont stimuler les cellules environnantes. La cyclosporine, au centre, elle va supprimer la synthèse des interleukines par les TH. Donc, il n'y aura pas de stimulation des lymphocytes B et des lymphocytes TC. Et le dernier médicament, l'azatioprine, s'incorpore à l'ADN des cellules et bloque leur prolifération. Il arrive souvent qu'on introduit les 3 médicaments pour empêcher la réaction du greffon contre l'autre. Vous pouvez compléter les exercices formatifs à la fin du chapitre.